Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Donc, une petite vidéo de révision dans laquelle je vais vous montrer les réponses des exercices que vous pouvez faire pour vous pratiquer avant l'examen du prochain cours. Donc, premier exercice, on a une forme constituée d'un cylindre et d'un cône. On ne connaît pas la hauteur de la forme. On connaît seulement la hauteur du cylindre, donc 18 cm. On connaît le diamètre de la base qui est 6 cm. On connaît le volume complet de la forme. Et on se demande quelle est la hauteur totale de notre forme. Donc, j'ai séparé la hauteur totale en deux parties. La première partie, c'est le 18 qu'on connaît déjà. Ici, c'est notre 18. La deuxième partie de notre forme, c'est la partie du haut, la hauteur du cône. Je vais l'appeler x, tout simplement. Donc, je veux trouver la hauteur du cône. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que le volume total, c'est le volume du cylindre plus le volume du cône. Donc, j'écris l'équation tout simplement. Volume total égale volume du cylindre plus volume du cône. Le volume du cylindre, c'est R de la base fois la hauteur du cylindre. Le volume du cône, c'est R de la base fois la hauteur du cône divisé en 3. Ceux qui ont calculé le volume total moins le volume du cylindre pour obtenir le volume du cône, ça fonctionne aussi. Okay? Donc, le volume du cône, on trouve que c'est 56,56. Et donc, 56,56 est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. Ensuite, on remplace. R de la base, c'est quoi? R de la base, c'est pi fois rayon au carré. Donc, pi fois rayon au carré fois la hauteur. Le rayon, c'était 3. Et donc, on arrive ici. Excusez. On arrive ici à cette étape. On a remplacé et on arrive ici à cette étape qui est 56,56 qui est 3pi fois x. Et en faisant la division de 56,56 par 3pi, on obtient que x égale 6. Une fois qu'on sait que x égale 6, on sait la hauteur totale qui est 24. Donc, ceux qui n'ont pas compris ce qu'il y a ici, vous pouvez faire pause, analyser ça tranquillement. Sinon, je vais le refaire ici. Donc, j'ai 56,56 qui est égal à pi fois 3 au carré fois h sur 3. Ça me donne 56,56 qui est égal à 9 pi h sur 3. Et 9 divisé par 3, ça donne bien 3 pi. Et la hauteur, j'ai dit que c'était x, ma mesure manquante. Ensuite, on avait des numéros dans le volume. Le volume, page 192, le volume 1 de Vision, page 192, le numéro 12. Il demandait d'écrire une formule, donc la règle de la fonction avec c de h et h. Donc, eux ont utilisé comme variable h pour le nombre d'heures et c de h, la fonction en fonction de h pour le coût. Vous pouvez aussi dire que x est votre nombre d'heures et que y est votre coût en dollars. Dans ce cas, votre règle serait y égale 8x, 8 $ par heure, plus 150 $ pour l'abonnement de l'année. Donc, la différence entre fonction et ici, équation algébrique, il n'y a pas vraiment de différence pour vous en secondaire 3. C'est simplement une autre façon de l'écrire. Ici en B, quel est le coût pour 27? Donc si on sait qu'on a fait 27 heures, x est égal à 27, donc 8 fois 27 plus 150, on a le coût. Ensuite, c de 27, c'est juste pour dire qu'on calcule la fonction quand h, le nombre d'heures, est 27. C détermine le nombre d'heures jouées pour une personne, ça a déboursé 534 $. Donc on sait que y ou c de h, comme vous voulez, est égal à 534 et on cherche le nombre d'heures, on remplace y, on trouve notre 48 heures. Numéro 14. On avait un graphique avec le point 50, 400
Et le point 0, 0. On a 50 400 qu'on connaît. Et le point 0, moins 200. Donc, comme on a point 0... Ah, pardon. Est-ce que je suis... Ah, pardon, j'ai pas fait le bon numéro, j'ai fait le numéro 13. Oups, ça c'est le numéro 13, pardon. Donc, je sais pas si je vous ai donné le bon numéro. Ah, je vais le faire. Je vais faire le 14 en bas. Pardon, j'ai fait le numéro 13. Je crois que je vous ai donné le numéro 14 à faire. Donc, le numéro 20. On va faire le numéro 14 ici. Numéro 14. Ah! Premièrement, on va trouver la règle. On connaît le point 0 moins 200. On connaît le point 50 400. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la règle? On fait A est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ce qui donne 400 moins 200 sur... Donc, j'ai dit que ça, c'était mon point 2. Ça, c'était mon point 1. Divisé par X2, 50 moins 0. Et j'obtiens 600 divisé par 50. 600 divisé par 50, ça va me donner... On va le calculer ici. Juste pour vous montrer. 600 sur 50, ça donne bien 12. Ensuite, on sait déjà le B, qui est moins 200. Pourquoi? À cause que quand x vaut 0, y est égal à moins 200. Donc, notre règle, on sait que c'est 12x moins 200. Et donc, pour le A, il nous demande quel est son profit. C'est le tondu 125 pelouses. On remplace x par 125. Donc, y égale 12 fois 125 moins 200. Ce qui donne 12 fois 125, 1500 moins 200, 1300 $. Ensuite, le B. Si on connaît son profit de 2500, combien de pelouses a-t-elle tondu? Donc, 2500 $. On remplace le Y égale 12x moins 200. On trouve le X, le nombre de pelouses, donc plus 200 de chaque côté. On obtient 2700 égale 12x. Divisé par 12. 2700 divisé en 12, on obtient 225 égale X pelouses. Donc, on a besoin de 225 pelouses pour avoir un profit de 2500 $. C. Quelle est la valeur initiale que représente-t-elle dans le contexte? Donc, une valeur initiale de moins 200, ça veut dire que dans le contexte, elle a fait une dépense au début. Donc, par exemple, achat d'une tondeuse. Exemple. Donc, ça veut dire qu'au début, elle commence avec des dettes. Donc, elle commence avec une perte d'argent. Elle a commencé avec une perte d'argent. Donc, souvent, les compagnies sont comme ça. Ils partent une compagnie et au début, acheter le matériel, faire de la publicité, acheter le chandail et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, on commence avec des dettes, mais c'est plus tard qu'on va faire des profits. Le D. Quel est le zéro de la fonction que représente-t-il par rapport au contexte? Donc, je peux vous tracer le graphique rapidement pour ceux qui ne l'ont pas. Ça ressemble un peu à ça, OK? Donc, on commence à moins 200. Et un jour, OK? Un jour, on va avoir ici un point qu'on ne connaît pas où on va commencer à faire du profit. Ça, c'est X, c'est le nombre de tontes, et ça, c'est l'argent. OK? Donc, quand est-ce qu'on va commencer à faire du profit? C'est ça que ça représente le zéro. Et comment est-ce qu'on trouve le zéro? Le zéro, c'est quand Y égale 0. Donc, quand Y égale 0, c'est là notre 0, qu'on appelle le 0 de la fonction. Donc, je remplace Y égale 0, ça veut dire que 0 est égal à 12x moins 200, ma règle.
Donc ça veut dire que je vais faire plus 200 de chaque côté. J'ai 200 égale 12x. Et ensuite, je divise par 12. 200 divisé en 12, j'obtiens 16,6666666. Donc ça veut dire que mon 0 c'est 16,6 périodique. Ça veut dire qu'à 16, je perds de l'argent. Et quand je fais 17 tontes de gazon, je commence à gagner de l'argent. Donc, avant mon 16,6 périodique, je perds de l'argent, mais après 16,6 périodique, je commence à gagner de l'argent. C'est ça que ça veut dire. Je reviens à l'autre numéro. Donc, numéro 21, y égale a x plus b. On connaît 2 points. On sait que x, c'est le nombre de boîtes qu'on a dans le camion. Y, c'est la masse du camion. Donc, avec les 2 points, je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1. J'obtiens que c'est 12,5 kg pour une boîte. Ensuite, je sais que y égale 12,5x plus b. Le b, c'est quoi? C'est la masse du camion sans les boîtes. C'est la masse du camion au départ. Donc, je remplace un point que je connais et je trouve que b égale 20 865. Cela me permet de répondre aux deux questions. Donc, A, quelle est la masse du camion vide? 20 865 kg. B, quelle est la masse d'une boîte? 19,5 kg. C, si on veut atteindre le maximum possible permis par le gouvernement, qui est 25 250 kg, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on remplace Y par le nombre de kilos qu'on veut atteindre, et on regarde c'est combien de boîtes, et là on voit que c'est 224,87 boîtes. Donc si j'atteins 225 boîtes, je vais être trop grand, je vais dépasser la limite du gouvernement. Ça veut dire que le maximum de boîtes que je peux mettre, c'est 224 dans mon camion. Parce que le gouvernement disait que 25 250 kg, c'était le plus grand poids possible pour un camion. Donc maximum 224 boîtes. Numéro 200, page 213, numéro 3. Là, j'ai marqué à peu près parce que le graphique n'est pas très clair. Donc le numéro 1, c'est y égale 200 sur x. Parce qu'il y a 2 points qu'on voit. 2 fois 100, ça donne 200. 10 fois 20, ça donne 200. Donc c'est 200 et c'est une fonction inverse. Le 2, y égale 3, c'est une fonction constante. Ça ne varie pas, c'est tout le temps 3. Numéro 3, on a les points 0, 3 et 1, moins 1. On trouve la règle, on trouve le en premier, on connaît déjà le b qui est la valeur initiale, donc on sait que c'est moins 4x plus 3. Et on peut dire que c'est une variation partielle ou c'est appelé affine. Numéro 4, ça passe par 0, 0. Donc on sait que c'est une variation directe. On voit que delta y égale 3, delta x égale 4. Donc on peut trouver le taux de variation comme ça. Donc quand on varie de 4 en x, on varie de 3 en y. Donc c'est une variation de 3 quarts. Taux de variation de 3 quarts. Numéro 5, on connaît 2 points, le 0 et 1,35 et le 2 et 6,25. Faites attention, la différence entre la virgule qui sépare les deux valeurs en x et y et la virgule qui veut dire que c'est un nombre décimal. OK? Ça se peut qu'il y ait des nombres décimaux dans des plans cartésiens, c'est possible. Faites attention dans la distinction entre les deux. OK? Donc, on fait delta y sur delta x, y2 moins y1 sur x2 moins x1. On obtient 2,5 pour le taux de variation, 1,35 pour la valeur initiale, on l'avait déjà ici quand x vaut 0. Et on obtient une variation partielle. Le 6, on connaît 2,04 et 1,2. Ça nous permet donc de trouver une variation de moins 2 et la valeur initiale de 4. On a une variation partielle encore. Page 219, numéro 16. Premièrement, on a des degrés Celsius, mais notre relation doit être exprimée en Kelvin. Donc, je dois convertir au départ mes Celsius en Kelvin avec la règle qui nous est donnée. Une fois qu'on sait les valeurs en Kelvin, on sait que la pression en kilopascal est proportionnelle à la température en Kelvin. Proportionnel veut dire que j'ai le droit de faire un produit croisé. C'est proportionnel, ça respecte les proportions. Un produit croisé, c'est seulement quand c'est proportionnel.
Donc ça est proportionnel à ça. Combien est-ce que j'ai de kilopascal pour 255? J'ai fait le produit croisé, 198 et 72. Et numéro 17, finalement, le dernier numéro. Vous êtes bon, vous êtes capable. Quelques minutes encore dans cette vidéo. Page 220, le numéro 17. Donc, page 220, numéro 17. Y égale AX plus B. On connaît la masse vide qui est 49. Là, ici, j'ai dit Y égale AX plus B. Pourquoi? Parce que la situation semblait être une situation d'une droite. Maintenant, vous allez voir que c'est possible de faire des numéros de situation où on aurait une droite au départ sans utiliser la règle, juste avec notre logique. Donc, on a une masse vide qui est 49 grammes. On sait qu'avec 20 clous, c'est 215 grammes. Donc, si on fait 215 grammes moins la masse de la boîte, on sait que c'est 166 clous pour 166 grammes pour 20 clous. C'est combien de grammes par clou? 8,3. Ensuite, on veut savoir, on sait que la masse totale pour 170 clous, c'est 49 la masse de la boîte, plus 170 fois 8,3 la masse des clous, pour un total de 1460 grammes. Maintenant, ça c'est 170 clous, c'est quand la boîte est pleine. Moi, ma boîte contient 1394 grammes. Ça veut dire que j'en ai utilisé. J'en ai utilisé combien? J'ai utilisé 66 grammes de clous. Le total, moi, ce qu'il me reste, c'est ce que j'ai utilisé. 66 grammes divisé par 8,3, c'est à peu près 7,95 clous. Est-ce que c'est possible? Non. Si j'arrondis, ça donne 8. Et maintenant, on voit que si je fais 8 fois 8,3, ça me donne bien la masse de 66 grammes. Donc, en arrondissant. Donc, on voit que j'ai utilisé 8 clous pour le nombre de grammes qui me manque dans ma boîte. Donc, ce que j'ai fait, j'ai calculé la masse totale possible dans la boîte. J'ai enlevé ce qui me restait. J'ai vu que j'ai utilisé 66 grammes. Ça me donne le nombre de clous. Donc voilà, merci pour cette vidéo. Je rappelle que dans l'examen, il y aura beaucoup de fonctions. Un petit peu d'inéquations. Donc, inéquation, c'est les équations avec des plus petits, plus grands ou égal, plus petit ou égal. Il y aura un peu de volume, un peu d'air, un peu de Pythagore, un peu d'algèbre. Voilà, c'est pas mal tout. Merci, bonne journée, on étudie, vous êtes bons, vous êtes capables. À bientôt.